Merci d'être venu à cette conférence de presse de la FSU sur la thématique Nous ne trierons pas nos élèves. On voulait un petit peu expliquer ces choses-là et en particulier dire que nous sommes bien déterminés à organiser la résistance, en particulier contre l'application des mesures choc des savoirs. Cette résistance, elle va passer par plusieurs modalités. Et en particulier, nous lançons un appel à de grandes manifestations partout sur le territoire. On a déjà lancé cet appel, mais ce matin, on voulait le faire de manière un petit peu plus solennelle, le 25 mai. Donc samedi 25 mai, des manifestations partout sur le territoire qui correspondent à un prolongement des mobilisations déjà existantes. On va y revenir, hein, beaucoup de réunions avec les parents, beaucoup de choses qui se passent sur le terrain en termes d'action dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, beaucoup dans les collèges d'ailleurs, mais on y reviendra, qui correspond à une volonté de dramatiser un petit peu l'enjeu, à savoir que l'école est, on le dit beaucoup, hein, mais je pense que ce n'est pas usurpé, l'école est à un véritable point de bascule. Il y a une crise profonde qui concerne les personnels, qui concerne le sens des missions. Et ce point de bascule, il est dangereux pour la société tout entière. On est en train de basculer vers une école rabougrie. Et le choc des savoirs participe à ce rabougrissement. Le choc des savoirs, c'est le renoncement à ce que l'école ait comme objectif la réussite de tous les élèves. C'est sous couvert de bon sens, sous couvert de mesures qu'on n'hésite pas non plus à qualifier, nous, de populistes, c'est le renoncement à la démocratisation scolaire. Et ça, en termes d'enjeux de société, c'est extrêmement grave. Et donc, ce qu'on construit le 25 mai, ce qu'on va construire ensuite aussi dans des actions diverses et en termes de résistance au quotidien, c'est la volonté de solidariser toute la société autour de la défense de son école. Et c'est à rebours des mesures qui sont prises aujourd'hui qu'il faudrait reprendre le sujet de l'école, du service public d'éducation, pour qu'il soit au contraire conforté dans sa mission d'élever la totalité des élèves au plus haut niveau possible et au meilleur niveau possible. Il y a un enjeu démocratique fort. On voit aujourd'hui que l'école, effectivement, ne parvient plus à faire du commun. Il y a un enjeu démocratique évident pour l'ensemble de la société. Et cette question du choc des savoirs, elle participe de finalement cette société extrêmement clivée qu'on est en train de construire, qui se construit déjà hein, sans le choc des savoirs, mais cette logique est aggravée avec ce qui se prépare pour la rentrée prochaine. Donc voilà un petit peu le cadre de cette conférence de presse. 25 mai, ce sera pour nous un moment important, ce ne sera pas le seul. Il y a beaucoup de choses qui se passent déjà aujourd'hui sur le terrain et qui va continuer à se déployer. Il y aura des mots d'ordre aussi qu'on lancera auprès des personnels, hein, on va y revenir. Et en tout cas, ce mot d'ordre « Nous ne trierons pas nos élèves », il est, à notre avis, important à populariser, il est central. C'est une véritable bataille culturelle qui se joue aujourd'hui autour des enjeux éducatifs. Voilà, je ne fais pas plus long. Je laisse peut-être la parole à Guylaine, David, et après, dans la suite, on ne s'est pas présenté, mais je pense que vous nous connaissez pour la plupart d'entre vous. Et voilà. Donc, Guylaine, David, je vais démarrer par le premier degré et peut-être expliquer, parce que souvent on parle du choc des savoirs, et quand on parle du choc des savoirs, on parle souvent du collège et des groupes de niveau collège. Mais il faut savoir que le tri des élèves par le choc des savoirs dans le premier degré va s'exercer aussi à certains endroits, à certains endroits de la politique du choc des savoirs, on retrouve ce tri des élèves. Je vais le prendre par plusieurs exemples. Il y a d'abord la publication de projets de programme qui vient d'être faite par le Conseil supérieur de l'éducation, avec des programmes qui sont complètement à rebours de ce qui s'est fait, notamment dans les programmes de 2015 et de 2002, bien évidemment avant. Mais on a des programmes qui sont très prescriptifs, qui vont jouer un rôle sur la dépossession des professeurs des écoles de leur rôle de concepteurs et conceptrices de leur enseignement,
Ces projets de programme portent une vision d'un élève idéal, un élève qui n'existait pas, un élève modèle, avec des apprentissages qui sont très mécanistes, simplistes et finalement dangereux pour les apprentissages des élèves eux-mêmes et surtout des apprentissages des élèves les plus fragiles. Avec cette volonté à travers ces programmes de renvoyer la difficulté scolaire en dehors de la classe. C'est-à-dire que pour la première fois dans ces programmes, on va lier programme d'apprentissage et évaluation standardisée. Et en fait, les programmes sont construits à partir des items des évaluations standardisées. Alors actuellement, les évaluations, elles ont lieu en CP et en CE1, mais à partir de la rentrée prochaine, elles auront lieu sur tous les niveaux de la scolarité de l'école élémentaire, du CP au CM2 et puis dans les classes du collège et jusqu'à la seconde. Mais à l'école primaire, on ajoute le CE2 et le CM2 puisqu'on avait CM1 l'année dernière. Et ces évaluations, elles auront lieu en début d'année. Elles sont calquées sur certains items et certains apprentissages. Et il y a tout un pan du programme et des compétences des élèves qui ne sont pas traitées dans ces évaluations. Et c'est pour ça qu'on dit qu'elles ne sont pas efficaces pour l'élève, elles ne sont pas efficaces pour la classe, elles ne sont pas utiles pour l'enseignant qui évalue à d'autres moments de la classe. Et surtout, ces évaluations, elles vont normer, cadrer et trier les élèves d'un certain point de vue, puisque à partir des résultats de ces élèves-là, les élèves seront orientés en dehors de la classe par les activités pédagogiques complémentaires, c'est-à-dire des temps en dehors du temps de classe et en dehors de la classe, sur des stages de remise à niveau ou des temps d'activités pédagogiques complémentaires, les APC, ce qu'on appelle le temps hors la classe. Et on voit bien que par ce biais-là, on va trier les élèves les plus fragiles qui n'auront pas le lieu de la classe et la coopération et l'hétérogénéité de la classe pour bénéficier justement de conditions d'exercice de remédiation, mais au sein même de la classe. Donc on voit bien qu'il y a une volonté là de trier les élèves. Ces évaluations standardisées, on les conteste depuis un certain temps, mais il y a un nouveau mouvement qui s'opère depuis quelques temps, et d'ailleurs c'est quelque chose qui est porté en intersyndicale, puisque à travers une intersyndicale très large, nous avons initié une pétition contre ces évaluations nationales, et nous comptons bien là, sur les derniers mois de l'année, mobiliser les collègues, sensibiliser les collègues pour qu'au moment de la passation, on fasse en sorte que ces évaluations ne soient pas passées auprès des élèves. Et pour reprendre en main justement notre capacité, nous, à évaluer les élèves et à les faire progresser au sein de la classe et pas en dehors de la classe. Alors le choc des savoirs, il passe aussi par la question de la labellisation des manuels. C'est quelque chose qui est aussi très peu, en tout cas, médiatisé, mais c'est quelque chose qui est très important dans l'idéologie même de ce gouvernement, qui est de se baser, se calquer sur le Conseil scientifique de l'éducation nationale, avec des manuels qui seront labellisés et donc qui seront financés par l'État, alors qu'à côté, un certain pan de manuels qui existent déjà pour les enseignants ne seront pas labellisés parce qu'ils ne rentreront pas dans les critères ordonnés par le ministère. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi très complexe pour les enseignants et qui va déposséder les enseignants de leur capacité à faire la classe. Et puis, bien évidemment, il y a le lien avec le collège et la question du tri des élèves en amont des groupes de niveau au collège. C'est ce qui se passe actuellement dans nos écoles ou dans nos conseils école-collège, puisque nous avons des conseils en commun entre la fin de la scolarité élémentaire et le collège. Dans ces conseils-là, nous appelons les collègues à ne pas trier les élèves parce qu'on a des consignes très spécifiques actuellement d'IEN qui nous demandent, ou même parfois de chefs d'établissement, qui demandent de créer des groupes déjà de nos classes de CM2 et de les trier et de les mettre dans des groupes de bons, de moyens ou de faibles. Et ça en amont du collège pour faciliter la mise en place des groupes de niveau au collège. Donc ça, on s'y oppose par des motions de conseil de maître où les collègues, quand ils se déplacent en conseil école-collège, ils déclarent qu'ils ne veulent pas trier les élèves et ne participent pas à cette mascarade de tri des élèves lors des groupes de niveau. Donc c'est aussi une mobilisation très visible, là pour le coup, de nous ne trierons pas les élèves, c'est-à-dire qu'on engage les collègues à ne pas faire ce travail qui nous est demandé par le ministère sur le tri des élèves. Donc voilà à peu près sur la question du premier degré et des éléments que je pouvais donner. Oui.
Merci Guylaine, merci Benoît. Bonjour à toutes et à tous. Alors, du côté des collèges, mais aussi des lycées généraux et technologiques, parce que l'idée, c'est aussi de vous montrer comment ce qui est en train de se jouer sur le tri des élèves se joue en fait à tous les niveaux. Guylaine l'a dit sur le premier degré. Je vais vous dire un mot du collège, du lycée, et puis Séverine, pour le SNUEP, pourra aussi préciser des choses sur la voie pro, mais on est bien sur une entreprise globale de tri des élèves auquel, là, les collègues sont en train de répondre. C'est vrai qu'au moment du congrès du SNES, on avait lancé ce mot d'ordre « Nous ne trierons pas nos élèves » et force est de constater qu'aujourd'hui, on arrive à le rendre extrêmement concret et nos collègues s'en saisissent. Alors, ça se voit d'abord dans, je dirais, l'état de la mobilisation aujourd'hui. On est quand même... Enfin, il faut bien se rendre compte ce qui est en train de se passer dans l'éducation nationale cette année en termes de mobilisation est assez inédit. On est sur une mobilisation en continu depuis le mois de janvier. Depuis le mois de janvier, il se passe, chaque semaine, il se passe quelque chose dans un collège, quelque part en France. Ça, c'est une réalité. Ça peut être une grève, ça peut être un rassemblement, ça peut être une réunion publique, ça peut être une heure d'information syndicale, mais chaque semaine, il y a au moins une action dans au moins un collège pour dire on ne triera pas nos élèves, on ne veut pas du choc des savoirs, et ça depuis le mois de janvier. Donc 5 mois d'action en continu contre une réforme, c'est assez inédit et ça montre bien quand même que la contestation elle est là et elle est très bien ancrée. Je dis un mot quand même de ces mobilisations et notamment de ce qui se joue sur les réunions publiques. On a des réunions publiques qui sont organisées, alors souvent à l'initiative de la FSU, dans un cadre intersyndical, parfois avec les parents d'élèves. C'est quelque chose là qui continue, qui prend de l'ampleur. On en a même qui sont déjà programmés pour après le 25 mai, donc après la journée de mobilisation pour l'école publique. Et la particularité, c'est ce qu'on se disait hier, c'est qu'on les trouve bien évidemment dans les grandes villes, mais aussi dans des endroits assez reculés. On faisait un peu le parallèle avec la mobilisation contre la réforme des retraites l'an dernier, où on avait trouvé des manifestations dans des endroits, alors je ne vais pas dire improbables parce que je me fâchais avec personne, surtout qu'on est retransmis en direct, mais voilà, on avait quand même des manifestations dans des endroits très localisés, même jusqu'à l'île de Groix, je crois. Donc voilà. Là, on a des réunions publiques dans des endroits, alors certes, ça ne va pas réunir des centaines de personnes, mais ça réunit une petite cinquantaine de personnes et ça montre aussi qu'il se passe quelque chose si jusqu'au fin fond de la Drôme, jusqu'au fin fond de la Bretagne, pour faire plaisir à Guylaine, ou ailleurs, vous avez des réunions publiques de cet ordre-là. Et donc c'est en train de continuer et ça montre qu'on est en train aussi de gagner la bataille de l'opinion avec les parents d'élèves. Et le fait, comme l'a dit Benoît, que la FCPE nous ait rejoints sur la journée du 25, c'est aussi un signal. On a gagné la bataille des idées avec nos collègues, on est en train de gagner la bataille de l'opinion avec les parents d'élèves, et c'est ça qui fait aussi que les choses sont en train de... Enfin, que la mobilisation est en train de continuer. Alors, si je reviens sur la question des groupes de niveau, sur là, ce qui se passe en ce moment, il y a 2 à 3 modalités très concrètes d'action pour ne pas trier les élèves. D'abord, en ce moment, on a tout un déploiement alors, de formation. Formation, je mets beaucoup de guillemets, mais nos collègues de collège sont invités ou convoqués à des formations que nous, on va plutôt appeler formatage, où il s'agit on a des IPR qui leur portent la bonne parole sur comment faire les groupes de niveau. Alors, pour bien montrer quand même la fébrilité de l'institution, on a quand même pas mal de retours de nos collègues qui nous disent que ce sont des réunions en visio, micro fermé, caméra fermée, et avec le chat neutralisé. Et sur 1 heure, 1 heure et demie. Donc on est quand même sur une vision d'abord de la formation qui est quand même extrêmement descendante et on voit bien que de la très grande fébrilité qui fait qu'il y a absolument une volonté évidente de neutraliser toute contestation à travers cette formation. Très clairement, on est face à une administration qui se souvient de ce qui s'était passé au moment de la réforme du collège en 2016, où d'ailleurs nous au SNES on avait appelé à une opération grain de sable à l'époque, et qui était notamment le fait d'intervenir dans les formations pour interpeller les inspecteurs et les mettre devant un peu devant le fait accompli. On a des inspecteurs après qui nous ont dit que vous n'avez pas très bien vécu la chose parce qu'ils s'étaient retrouvés. C'est une allégorie de la réforme. La réforme, c'est ça. Mais ça fait moins de dégâts que la réforme, mais c'est une allégorie de la réforme. Mais j'espère que tout le monde va bien.
Bon, apparemment, ça va. Ça va, ça va. Ah, il y a du café. Comme quoi, ça fait pas Comme quoi, il faut pas, on voilà, dit aux élèves. faut pas s'asseoir sur les tables. C'est ce qu'on dit à nos élèves. Ouais, non mais si Anne-Sophie, ça va? Ouais. Ouais, apparemment, ça va. Ouais, c'est bon. Oui, donc sur ces formations, donc on est vraiment en train de, enfin, on voit d'une part toute la fébrilité de l'institution qui ne permet, en fait, qui verrouille tout échange dans ces formations. On a un certain nombre d'exemples et c'est vrai qu'il y a tout un enjeu autour de la formation. Hein. On sait que Gabriel Attal avait demandé à ce que la formation continue se passe sur les heures de cours, sur le temps de service. Donc on en a de plus en plus comme ça avec des collègues qui sont convoqués et qui de fait s'y rendent. Mais là on a par exemple ce matin en Bretagne un exemple voilà, de collègues qui sont allés, qui étaient convoqués, qui sont allés en formation. Mais on a aussi des collègues de ce collège-là ou des collèges aux alentours qui sont venus ce matin les soutenir, qui sont venus se rassembler devant le collège ce matin pour dire on ne triera pas nos élèves. Et on a des collègues qui ont été convoqués pour une formation, mais voilà, nous on continue de dire partout, à l'intérieur, à l'extérieur, qu'on ne veut pas trier nos élèves. Donc c'est aussi un signe qu'on arrive un peu à s'emparer de ces formations pour faire passer ce message. Donc au-delà des actions locales et de ce qui se passe en formation, là le cœur de ce qu'on est en train de faire, en tout cas en articulation avec les mobilisations avec les parents, les grèves, les manifestations, c'est ce qui va se jouer dans les conseils d'administration. Et c'est le mot d'ordre et même je dirais le mode d'emploi qu'on a donné à toutes nos sections SNES dans les collèges, c'est d'investir les conseils d'administration pour en fait utiliser les textes pour faire des groupes qui ne sont pas des groupes de niveau. Puisque voilà, on a beaucoup entendu, on nous a parfois posé la question, est-ce que vous allez désobéir? En fait, on ne va pas désobéir, on va appliquer les textes. Et finalement, nous, on va être ceux qui appliquons les textes, qui appliquons la loi face à un ministère qui est presque hors la loi et qui ne respecte pas les textes. Et donc pour ça, on va s'appuyer sur le code de l'éducation. On a vu qu'il y avait quelques débats, des anciens DGESCO qui intervenaient dans le débat, etc. Mais les choses sont très claires pour nous. Le code de l'éducation pose un certain nombre de choses sur l'autonomie de l'établissement. C'est les articles R421 du Code de l'éducation, les compétences du conseil d'administration dans ce périmètre. C'est les articles R421-20 du Code de l'éducation. Et très clairement, il est précisé que le conseil d'administration fixe les principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative. Ça, c'est l'article R421-20 du Code de l'éducation. Et ensuite, cette autonomie est définie à l'article R421-2 du Code de l'éducation, en disant que c'est une autonomie qui porte, je cite, sur l'organisation de l'établissement en classe et en groupe d'élèves, ainsi que les modalités de répartition des élèves. Donc cet article-là, il est fondamental pour nous dans notre stratégie. Il nous dit bien que c'est finalement le conseil d'administration de l'établissement qui détermine l'organisation en groupe d'élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves. Nous, on a dit à nos collègues dans les conseils d'administration, vous êtes membre du conseil d'administration, donc vous allez pouvoir proposer une répartition des heures qui permet d'organiser des groupes, comme il en existe actuellement. Vous prenez, voilà, vous avez une classe en français, en mathématiques, vous pouvez faire 2 groupes, et ces groupes-là ne sont pas des groupes de niveau. Ce sont des groupes comme il en existe aujourd'hui. Et donc, nous avons la possibilité réglementaire de faire ça, c'est ce que nous avons dit à nos collègues. Il y a des collègues qui sont en train de le faire. Nous avons des retours, Académie de Reims, Académie d'Aix-Marseille, Académie de Normandie, où les collègues sont en train de faire passer ça dans les conseils d'administration. On a eu un retour d'un établissement où le chef d'établissement a dit non, je ne le mettrai pas au vote. On lui a dit c'est le code de l'éducation, vous devez respecter les textes. Il a fini le CA sans faire de vote. Donc, nous, les choses sont très claires. Les textes doivent être appliqués. Il y a un recours qui est en cours devant la rectrice. Et on réfléchira après, dans les établissements où les textes ne sont pas appliqués, à voir ce qu'on peut faire. Mais une chose qui est évidente, c'est que finalement, nous avons la main pour faire les groupes que nous voulons. Et nous avons la main pour ne pas trier nos élèves. Et c'est le mot d'ordre que nous avons passé à tous nos collègues dans les conseils d'administration. Vous avez la main. Ne triez pas les élèves et
on va s'appuyer là-dessus pour montrer que voilà, nous, on n'est pas... on a la main sur notre métier, on a la main sur ce qu'on pense être le mieux pour nos élèves et on n'est pas hors la loi. Au contraire, on est en mesure de s'appuyer sur les textes pour faire un certain nombre de choses et pour justement faire les groupes dont nous avons besoin et dont nous savons que nos élèves ont besoin. Je terminerai avec 2 derniers points. Très rapidement, je le disais en introduction, il n'y a pas que les groupes de niveau dans le choc des savoirs pour le second degré, il n'y a pas que les groupes de niveau dans la logique de tri des élèves, il y a aussi la classe prépa seconde. Séverine va en dire un mot parce que ça a un impact aussi un impact très fort sur les LP, mais cette classe prépa seconde qui est une expérimentation à la rentrée 2024, qui a vocation à être généralisée à la rentrée 2025 pour accueillir les élèves qui n'auraient pas le DNB et on voit bien à quel point, à la fois par le contenu, avec comme par exemple 6 heures de moins qu'en troisième, mais aussi que par la logique qui consiste à finalement, avec ce DNB, à barrer désormais la voie des élèves vers une poursuite d'études, qu'on est bien aussi sur une forme de tri. En fait, on demande de trier les élèves, comme l'a dit Guylaine, dans le premier degré, en sixième, tout au long du collège, puisqu'on n'oublie pas que les groupes de niveau sont censés se mettre en application dans un an sur l'ensemble du collège, mais aussi en fin de troisième et pour accéder au lycée. Donc là, on est cette année sur une expérimentation. Vraiment, on diffuse une information. On a travaillé en SNES, SNUEP et SNEP pour expliquer à nos collègues ce qui se passe et pour ne pas rentrer dans cette logique de tri des élèves à la fin de la troisième, surtout que les effets pourraient être assez explosifs, puisque vous savez qu'en même temps, Gabriel Attal a décidé de la fin des correctifs académiques en disant les notes du brevet sont augmentées artificiellement par les rectrices, les recteurs, etc. Quand on regarde, on est quand même sur certaines académies où il y a potentiellement 10 à 15 points de différentiel de réussite sur le DNB. Il faut bien voir ce que socialement ça pourrait représenter. C'est une bombe sociale, la fin des correctifs académiques avec la question de la prépa seconde. Il y a une question d'acceptation sociale de cette mesure qui va se poser. On a alerté le ministère là-dessus en disant qu'il faut bien imaginer que dans les Drômes, en Seine-Saint-Denis, dans le Val d'Oise, à certains endroits, par exemple de la ville de Marseille, socialement, ça peut mettre le feu, cette décision-là. Donc, ils nous disent plus ou moins entendre, mais que, bon, enfin, toujours très sceptique sur leur capacité à entendre les choses, mais c'est un élément qui est très important pour nous. Et je terminerai en disant juste un dernier élément. Là, nous, ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui, c'est qu'en face de nous, il y a parfois beaucoup de flou, il y a parfois beaucoup de retournements, y compris les jours fériés, le 1er mai, sur les HSE, sur plein de choses, etc. Au point qu'on ait pu se demander, et on a souvent titré là-dessus, en se demandant s'il y avait un pilote dans l'avion, ou en se demandant s'il était à Matignon, à l'Élysée ou rue de Grenelle. La question, elle continue de se poser aujourd'hui. Qui gouverne vraiment l'éducation nationale? Là, ce qui continue de se jouer sur les groupes de niveau, les groupes de besoins. Alors, on est sorti visiblement de l'espèce de guéguerre sémantique entre Gabriel Attal et Nicole Belloubet, mais il y a toujours un peu cette espèce de voilà qui elle continue de dire ah ben non, ça sera pas des groupes de niveau, ce sera des groupes de besoins, etc. Et en même temps, on a l'institution qui nous dit il faut faire, il faut faire, il faut faire. Qui pilote vraiment l'éducation nationale? La question reste posée. En tout cas, nous, on y apporte déjà une réponse en disant que les personnels, eux, se sont saisis de toutes les possibilités d'action à tous les niveaux, la grève, le rassemblement, etc., mais aussi les textes réglementaires, pour finalement garder la main sur leur métier. Et comme le disait Benoît, à ce moment de bascule de l'éducation nationale, du service public d'éducation, ce qui est important, ce qu'on montre, c'est que non seulement on arrive à se mobiliser dans la durée, mais qu'on garde la main sur nos métiers. Et quelque part, il se joue aussi une espèce de fierté professionnelle dans ce combat contre le tri des élèves, qui est très important. On entend beaucoup de collègues nous parler de dignité professionnelle dans le refus de trier les élèves. Et c'est aussi ça qui se joue quelque part. Il y a le combat pour l'école publique, mais il y a aussi une forme de combat pour la dignité professionnelle. Et c'est en ce sens qu'il faut comprendre une mobilisation qui dure et qui s'ancre dans la durée. Voilà. Merci. Alors, je vais prendre la suite sur la réforme des lycées professionnels. Alors nous, le tri social, il s'organise de façon assez pernicieuse. Enfin, je rappelle que la réforme des lycées pro et de la voie pro, plus généralement, elle a commencé il y a déjà pas mal de mois et c'est clairement piloté par
Emmanuel Macron, le président, qui d'abord avec Carole Grandjean et puis maintenant Geoffroy de Vitry veut mettre la voie professionnelle un peu sous tutelle du ministère du Travail, en tout cas qu'elle ne soit pas que éducation nationale. Et en tout cas, dans la réforme des lycées professionnels, ça se traduit d'abord par une réforme de la carte des formations. Et cette réforme de la carte des formations, elle est engagée, elle est appelée, elle a été appelée de ses voeux par Emmanuel Macron, estimant qu'il y avait des formations non insérantes localement et qu'il fallait les fermer à l'horizon 2026 et rouvrir des formations dites d'avenir. Alors quand on regarde de près les choses, c'est que ces formations dites d'avenir, elles correspondent en fait à des métiers qui sont abandonnés par les adultes parce que ce sont des métiers qui sont peu reconnus, mal payés et avec des conditions de travail difficiles. Et donc il faudrait que nous, on envoie notre jeunesse, la jeunesse populaire, vers ces métiers-là. Sachant que si localement telle ou telle formation n'est pas insérante, ça ne veut pas dire qu'à 100 km de là, elle ne l'est pas non plus. Elle peut l'être ailleurs. Et on parle de formation initiale, là. On parle de formation de jeunes ados, d'élèves qui ont 15 ans, 16 ans. Et ces jeunes, ils peuvent avoir des motivations, ils peuvent avoir des envies. Et même si localement l'emploi n'est pas là, ils ne sont à la base, à cet âge-là, peu mobiles, mais ils peuvent le devenir ensuite lorsqu'ils ont leur diplôme. Et l'important, c'est qu'ils aient un diplôme parce que c'est le premier rempart contre le chômage, c'est le diplôme. Et donc les envoyer vers des filières qu'ils n'ont pas choisies, vers des métiers qu'ils ne veulent pas exercer, ça n'est pas les aider, ça n'est pas les motiver, ça n'est pas les aider à obtenir ce premier diplôme. Ça, c'est vraiment très important pour le SNUEP-FSU de redire ces choses-là. Donc, en tous les cas, c'est une façon d'orienter les jeunes des classes populaires vers des filières qu'ils n'ont pas choisies et qui mènent à des métiers peu reconnus. Et finalement avec peu de diplômes, puisqu'ensuite, après un bac professionnel, si on l'a plus ou moins réussi, voire plutôt moins bien que très bien, l'orientation en BTS, elle est difficile et même s'ils y arrivent, l'échec est parfois souvent là quand le niveau n'était pas très bon à la base. Voilà. Alors il faut aussi savoir qu'on a une population qui est majoritairement en difficulté scolaire et où nous avons aussi beaucoup d'élèves en situation de handicap. À la rentrée 2023, le nombre d'élèves en situation d'handicap a doublé dans la voie professionnelle par rapport à l'année précédente. Donc, effectivement, on est pour l'insertion de ces élèves, c'est pas la question, dans les ULIS, mais il y a une explosion de ces unités locales d'insertion scolaire sans moyens, sans formation des enseignants, et ça devient vraiment très compliqué. Et là, en plus, cette réforme du lycée, le deuxième pan, c'est de diminuer les heures hebdomadaires de cours. C'est-à-dire qu'avant Blanquer, on était à 33 heures, puis on est passé à 30 heures. Et là, maintenant, à partir de la rentrée 2024, on passerait à 28 heures de cours hebdomadaires en seconde, 28,5 en première. Et puis alors, un peu plus en terminale bac professionnel, mais l'année se terminera fin avril, puisque dès début mai, nous aurons le système qui a été abandonné en LGT, puisque ça a été une catastrophe. Nous, ils nous le mettent en place l'année prochaine. Nous aurons tous nos examens début mai, les 15 premiers jours de mai. Ensuite, les élèves choisiront avec un parcours différencié, soit d'aller 6 semaines en stage. Je rappelle qu'une semaine de stage, c'est payé 100 €, en gratifié 100 € en terminale bac pro. Donc, soit ils vont vers 6 semaines de PFMP, soit ils vont vers 6 semaines de cours préparatoires à l'entrée en BTS. Voilà, alors là par contre, bon, au niveau des cours, des heures qui seront données et des disciplines, c'est aussi n'importe quoi, mais bon, je ne vais pas rentrer dans le détail là maintenant. Et en tout cas, après ce parcours différencié de 6 semaines, il y aura à nouveau un examen ponctuel en PSE et un oral de projet à passer. Et nous, ce dont on a très très peur, c'est que beaucoup d'élèves, suite aux 6 semaines de PFMP qu'ils auront suivi pour 600 €, je veux dire 6 semaines de cours ou 600 €, bon voilà, on a très peur qu'ils ne se présentent pas aux épreuves. Et s'ils ne se présentent pas aux dernières épreuves de fin juin, début juillet, eh bien forcément ils n'auront pas le bac. Et sachant que là encore, comme au DNB, il est question de ne plus remonter les notes, mais de les laisser telles quelles, comme elles ont été corrigées, comme les copies ont été corrigées, et donc une chute potentielle de la réussite au bac professionnel.
Alors ça, c'est les deux pans les plus importants, on va dire, de la réforme du lycée professionnel, qui est vraiment catastrophique et qui organise le tri social de nos élèves, hein, de notre jeunesse populaire et de la jeunesse rurale hein, aussi. Et enfin, pour revenir à ce dont parlait Sophie, la prépa seconde, alors il faut savoir aussi que la plupart des élèves qui n'ont pas le DNB se retrouvent assez souvent en lycée professionnel. Ça, c'est la première chose. Et que donc là, ils n'auront plus accès à la seconde professionnelle par voie scolaire, à la seconde bac professionnelle par voie scolaire. Mais par contre, la prépa seconde, l'échec au DNB, pardon, leur permet malgré tout de s'inscrire en CAP et de s'inscrire en seconde bac professionnelle par apprentissage. Ce qui est quand même une honte absolue. C'est-à-dire qu'il faudrait avoir le DNB absolument pour aller en seconde bac professionnel par voie scolaire. Par contre, pour l'apprentissage, pas besoin. Donc ça va générer deux choses. Chez les familles et les élèves qui ont peur de ne pas avoir une réussite au DNB, les familles et les élèves vont prévoir bien à l'avance, même si à la base ils pensaient aller en bac professionnel par voie scolaire, ils vont prévoir d'avoir cette possibilité d'aller en apprentissage, de faire le bac professionnel en apprentissage. Et je vous rappelle que là, on parle d'élèves qui ont 15, 16 ans, la plupart 15 ans d'ailleurs, parfois même 14. On ne parle pas d'apprentissage ou d'alternance en master. On ne parle pas d'adultes, on parle de jeunes. Donc, et de formation initiale. Donc c'est vraiment très très important de comprendre que l'apprentissage à des niveaux de CAP ou de bac professionnel, c'est pas du tout la meilleure chose. C'est quelque chose qui a été abandonné au XXe siècle. Enfin, je veux dire, c'était la voie royale, entre guillemets, faite pour les ouvriers, les enfants d'ouvriers. Hein. Ils allaient dans les usines, ils étaient formés par l'entreprise, ils n'allaient pas à l'école, très peu, jusqu'à 8 ans, 10 ans. Ça a été abandonné parce que les entreprises se sont rendues compte qu'elles n'étaient pas éducatrices, c'était pas l'école. Donc à un moment donné, ils ont demandé à l'éducation nationale de prendre en charge ces jeunes. Donc contrairement à ce que dit M. Macron, c'est pas du tout l'école du XXIe siècle qui nous prépare en lycée professionnel, c'est l'école du XXe voire du XIXe. C'est pas du tout une nouveauté l'apprentissage, c'est quelque chose de complètement, c'est retardataire, et c'est destructeur pour nos jeunes de la jeunesse populaire en lycée professionnel qui sont en plus les plus éloignés des codes de l'école. Donc ces jeunes-là, on les envoie plus en entreprise en augmentant les PFMP en terminale et on leur enlève des heures de cours. Enfin, je veux dire 5 heures de cours en moins en quelques années. 5 heures hebdomadaires en moins. Alors, on peut toujours se plaindre que les professeurs sont absents et pas remplacés. Mais déjà, rendez-leur leurs heures de cours. Vraiment. Donc, c'est une chose qui est extrêmement choquante pour le SNEP FSU. Et je tiens aussi à préciser que cette réforme, elle fait l'unanimité contre elle. On a une intersyndicale voie professionnelle complète. Lors du CSE du 8 janvier, où cette réforme a été présentée, elle n'a obtenu aucun vote pour, mais aucun, ni des organisations syndicales, ni des organisations patronales, ni des parents d'élèves, personne n'a voté pour. Alors, à un moment donné, il me semble que notre ministère devrait se poser les bonnes questions et le haut commissaire à l'enseignement et à la formation professionnelle aussi. Il nous semble que quand quelque chose fait autant l'unanimité contre, c'est quand même qu'il y a un problème quelque part et qu'il faut réfléchir. Donc la FCPE nous soutient aussi dans cette lutte contre cette réforme, puisqu'elle voit bien que c'est diminuer les moyens pour nos élèves. Alors nos élèves en situation de handicap et tous les autres. Voilà. Coralie Bénèche pour le SNEP FSU. Je vais surtout illustrer, je pense, un petit peu sur les impacts des mesures choc des savoirs qui, en fait, à travers cette vision restrictive de l'école, ces injonctions aux fondamentaux, ça a des impacts plus importants sur l'ensemble des disciplines. Et c'est pas que à travers les groupes de niveau, la mise en place des groupes de niveau qu'on va renforcer les inégalités. Pour plusieurs raisons. D'une part, parce que, en fait, va y avoir pour mettre en place les groupes de niveau, on va obligatoirement prendre sur les marges des établissements. Et ces marges des établissements, elles servaient aujourd'hui déjà à certains dispositifs. Et donc, par exemple, si je prends l'exemple du savoir nager, aujourd'hui, eh bien, on sait d'ores et déjà
que dans certains établissements, on a dit, ben non, pour mettre en place les groupes de niveau, on est obligé de prendre sur les marges. Et donc, l'année prochaine, vous n'aurez plus de moyens supplémentaires pour la mise en place du savoir nager. Donc, on sait déjà que alors qu'il y a déjà 10% des élèves qui ne vont pas à la piscine, que par exemple si on prend la Seine-Saint-Denis, c'est un enfant sur deux qui ne sait pas nager en arrivant en 6e, et ben ces élèves-là vont être encore plus impactés par la mise en place des groupes de niveau parce que par exemple sur d'autres disciplines, ils ne pourront plus accéder à un certain nombre de choses. Donc il y a par exemple le savoir nager, on pourrait prendre aussi l'exemple de toutes les activités physiques de pleine nature, et encore une fois, ça va renforcer toutes les inégalités qui existent déjà pour ces élèves-là. On pourrait en prendre, je pense qu'il y a plein d'autres dispositifs. Je centre sur l'EPS, y compris parce que cette année, on est quand même l'année des Jeux Olympiques et Paralympiques. On a tout un pataquès autour de la nation sportive, faut renforcer le sport et tout ça. Mais en réalité, ce qui se passe sur le terrain va à l'inverse de ce qu'on nous annonce et il n'y aura aucun moyen pour l'éducation physique et sportive, qui est le premier lieu de démocratisation du sport par l'école, et en fait, on voit bien qu'on nous enlève des moyens. Un deuxième impact, en tout cas, des groupes de la mise en place de la mesure choc des savoirs sur les groupes de niveau, c'est cette obligation, en fait, d'aligner les emplois du temps. Et l'alignement des emplois du temps, obligatoirement, ça a un impact sur... pour nous, en tout cas, professeurs d'EPS, sur l'accès aux installations sportives, puisqu'on a d'énormes contraintes. Et on a déjà des chefs d'établissement qui ont dit « Ah ben non, vous ne pouvez plus prendre ces créneaux-là parce que c'est réservé pour les cours de maths ou les cours de français. » Mais du coup, derrière, on n'a plus d'installation sportive. Et ce qu'on nous rétorque, c'est véridique, hein, vous irez dans la cour de l'établissement. Donc, quand on parle en fait des conséquences qu'il y a avec ces groupes de niveau et qui vont renforcer les inégalités, pas que à travers maths et français, c'est bien ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, tout ce que la FSU défend autour de la culture commune, eh bien, en fait, on réduit cette vision restrictive. C'est vraiment ça. C'est-à-dire, c'est les maths, le français. On ne dit pas qu'il n'en faut pas. On dit juste que pour nous, en tout cas, pour aller contre les inégalités, il faut cette notion de culture commune. Il faut qu'on la développe. Et pour ça, c'est vraiment des moyens pour l'école publique et qu'il faut donner, parce que tant qu'on n'aura pas ça, eh bien, on ne pourra pas répondre en tout cas aux besoins des élèves et lutter contre les inégalités. Et donc, ce n'est pas effectivement une école du tri, là, c'est vraiment ce qu'ils créent, c'est une école du tri social qu'ils sont en train de créer. Donc, effectivement, toutes ces mesures-là, il y a un certain nombre de choses qui ont été dites, hein, donc je ne vais pas rallonger, c'était vraiment pour illustrer les conséquences sur le reste, en fait, dans les établissements scolaires, et ce que ça allait donner pour les élèves en termes de réduction sur un accès diversifié à toutes les disciplines. Qui n'était pas de niveau. Donc, ce que je comprends, ce sont des classes allégées. Mais alors, ce que je comprends aussi, c'est que ça ne permet pas de neutraliser les effets de l'alignement des emplois du temps. Comment vous voyez les choses? Donc, moi, ce que j'ai comme exemple, c'est on avait 4 classes, ils réussissent à faire 5 groupes, mais on ne neutralise pas le problème de la décision. Voilà. Alors, il y a plusieurs configurations possibles. Il y a une configuration qui consiste à dire, comme ça peut exister aujourd'hui, même si ça existe de moins en moins, puisque les collèges ont quand même perdu dans les DGH ces dernières années, mais aujourd'hui, on a encore un certain nombre de collèges où, par exemple, sur le cours de français ou de mathématiques, on a encore du demi-groupe, c'est-à-dire la classe qui est scindée en deux, sur la base d'1 heure par semaine pour le groupe A et 1 heure par semaine pour le groupe B. Ça, c'est quelque chose, si le conseil d'administration, et notamment avec ce que peuvent porter les élus de la FSU, avec les parents d'élèves, dit, voilà, nous, la répartition qu'on propose, c'est celle, comme cette année, avec sur la 6e A, B, C, la 5e A, B, C, etc., en fait, 1 heure de demi-groupe par semaine, et que ça, c'est une organisation possible, et qu'elle est votée en conseil d'administration, c'est celle-là qui doit s'appliquer. Ça
veut dire qu'on n'aurait pas de groupe allégé sur le reste de la semaine. Ça peut être une partie. Ça peut être, c'est des choses qui existent déjà cette année, enfin qui existent déjà. On a du demi-groupe, et ça on peut. Je pensais que dans la semaine c'était. Alors ça c'est si on choisit de faire des alliés, enfin si on choisit, si il y a un choix d'établissement qui consiste à dire on va effectivement aligner pour, par exemple, pouvoir il y a peut-être des histoires là dans l'exemple qui est cité de professeurs qui pourraient prendre en charge différents groupes au cours de l'année, etc. Il y a peut-être aussi cette volonté d'une forme de flexibilité derrière et qui amène à vouloir un alignement des groupes. Mais l'alignement des groupes, c'est pas l'alpha et l'oméga de l'organisation des classes. Et d'ailleurs, quand on voit... Non, on n'est pas obligé. Non, le texte ne nous oblige pas, il n'y a pas d'obligation à faire des alignements. Et quand on voit les contraintes d'emploi du temps que ça génère, enfin, on le sait déjà au lycée, mais là c'est en train d'arriver en collège, les contraintes d'emploi du temps que ça génère pour les élèves, pour les personnels, mais aussi au-delà des contraintes d'emploi du temps, ce que ça veut dire en termes pédagogiques derrière, il n'y a pas d'obligation d'aller là-dessus. Voilà. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'on a aujourd'hui, en plus de toutes les actions qu'on mène, parce que notre idée, c'est quand même de faire tomber le choc des savoirs, et tout particulièrement les groupes de niveau, par une multitude d'actions, en fait. Il y a le conseil d'administration, mais il n'y a pas seulement le conseil d'administration, il y a tout ce qu'on joue par ailleurs. Et la ministre est toujours bien silencieuse sur... Enfin, elle évacue ce sujet toujours très vite, hein, sur la préparation de la rentrée. Elle en parle, si ce n'est pour dire qu'il y aura bien un point... Alors, elle ne dit pas qu'il y aura un professeur devant chaque classe à la rentrée, en tout cas pas encore, mais c'est vrai que c'est des sujets qui sont évacués assez vite, alors même qu'on ne sait même pas s'il y aura suffisamment de profs de maths et de français pour les groupes, etc. Mais nous, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que en plus de tout ce qu'on fait, dans les conseils d'administration, on a les ressources pour composer les groupes que nous souhaitons, parce que c'est nous qui connaissons le mieux nos élèves. Et donc, voilà, ça peut être du demi-groupe à certains endroits, et des collègues qui travaillent depuis des années d'une autre manière, et s'ils veulent continuer à travailler comme ça, ils peuvent le faire. Mais alors après, là, les conseils d'administration, d'organisation de la rentrée, ils vont se tenir là. Ils vont se tenir là sur mai-juin. Et c'est pour ça que nous, on a choisi aujourd'hui d'officialiser un peu cette campagne « Nous ne trierons pas nos élèves » pour que ça puisse irriguer très vite dans les établissements. Voilà. Alors, oui. Oui. Distribuez pas. Oui. J'avais justement une question par rapport au conseil d'administration. Est-ce qu'il n'y a pas une hiérarchie des textes, puisque vous vous appuyez sur le code de l'éducation, mais est-ce qu'un arrêté tel qu'il a été pris par le gouvernement n'est pas supérieur? Est-ce que le gouvernement ne peut pas attaquer du coup ces décisions de conseil d'administration? Alors dans la hiérarchie des normes, le code de l'éducation qui est rattaché à un décret est supérieur à la force réglementaire de l'arrêté. Donc sur la hiérarchie des normes, le code de l'éducation est supérieur. D'ailleurs, c'est un décret de 1985 qui fixe le fonctionnement en l'occurrence des collèges et des lycées, notamment sur la question de l'autonomie. Donc on est bien sur un décret qui date de 1985, qui est traduit dans le code de l'éducation, et un décret est supérieur à un arrêté, à une note de service. Alors surprenant que vu tous les juristes qui tournent autour du ministère de l'Éducation nationale, voire même une ministre qui est passée par le Conseil constitutionnel, que tout ça n'ait pas été complètement appréhendé. De manière, est-ce que ça va être traduit dans le code de l'éducation? Alors, il y a le coup, et c'est pour ça, alors, on a vu que certaines organisations syndicales avaient attaqué au Conseil d'État, avaient fait un recours au Conseil d'État sur justement la non-conformité en termes de hiérarchie des normes des textes choc des savoirs. Nous, pour l'instant, au SNES-FSU, on a fait le choix d'interpeller la ministre de l'Éducation nationale en lui disant « là, il y a des textes qui ne sont pas conformes à la hiérarchie des normes ». Elle a 2 mois pour nous répondre. Donc, on fait les choses dans l'ordre, en fait. Voilà, on interpelle la ministre sur les textes qu'elle a elle-même signés, en soulignant notamment la question de l'erreur manifeste d'appréciation, la question de la hiérarchie des normes. On l'a fait partir mardi dernier. Elle a 2 mois pour nous répondre. Et on va voir, on est très intéressé par la réponse juridique qu'elle peut nous apporter. Cette réponse, voilà, nous, on fait les choses par étapes. Et ensuite, si c'est de nous dire, écoutez, si la ministre de l'Éducation nationale nous dit « j'ai raison d'un point de vue juridique », on verra, en l'occurrence,
non, elle n'a pas raison d'un point de vue juridique, on verra ce qu'on peut faire derrière. Mais on a choisi de faire les choses dans l'ordre parce qu'effectivement, on veut essayer d'anticiper ce que pourrait être derrière une réponse du ministère, si jamais il s'apercevait, voilà, il ne faudrait pas que la petite main qu'on a là-dessus se referme brutalement sur nos mains. Voilà. De quelle manière? Là, on est sur une autonomie de l'établissement qui est à la main du conseil d'administration et pas du chef d'établissement. C'est une distinction qui est très importante pour nous au SNES et à la FSU. Voilà. Et on tient, voilà, on sait que l'autonomie de l'établissement, elle peut être porteuse de dérégulation par rapport au cadre national. C'est pour ça que nous, on est extrêmement vigilants, voire même plus que vigilants, cette autonomie de l'établissement, on sait qu'elle peut poser problème. Là, en articulation avec tout ce qu'on fait par ailleurs, on se donne les moyens de l'utiliser parce qu'on a un biais pour le faire. Mais c'est vrai que, notamment là, dans les conseils d'administration, on rappelle à des chefs d'établissement que l'autonomie, c'est celle de l'établissement et pas celle du chef d'établissement. Alors, je crois qu'il y a... C'était ouais. Sur cette question, est-ce que vous avez des exemples? Vous disiez que ça avait déjà été passé en CA. J'essaie de me projeter un peu, de comprendre comment ça peut se faire vraiment concrètement. Est-ce qu'on reste sur des groupes français maths ou est-ce que c'est toutes les matières Alors, il y a plusieurs choses. Pour la prochaine rentrée, il y a cette histoire de groupe français maths en 6e, 5e. Et puis après, c'est vrai, alors même si vu l'état des DGH de collège depuis quelques années, c'était compliqué de faire des groupes dans d'autres matières. Là, ce qui se passe, c'est qu'on a une préparation de rentrée qui se fait avec des DGH qui sont toujours un peu ric-rac et sur lesquels on nous dit qu'il faut faire des groupes en français et en mathématiques. Donc là, nous, il y a deux pistes de travail. Il y a la question effectivement de comment est-ce qu'on neutralise les groupes de niveau, d'une part, et d'autre part, et c'est le cas aussi d'un certain nombre de mobilisations, de dire que la DGH de manière générale est insuffisante pour pouvoir travailler, par exemple, pouvoir continuer de travailler en demi-groupe, par exemple en sciences expérimentales. Parce que Coralie parlait du travail, par exemple, autour des groupes sur le savoir nager qui disparaissent parce qu'il faut récupérer des moyens pour faire des groupes en français et en mathématiques. On l'a aussi sur d'autres disciplines, notamment en sciences expérimentales, où dans des collèges, on a dit, non, il n'y aura plus de groupes en sciences expérimentales parce qu'il faut faire des groupes en plus en français et en mathématiques. Donc nous, en fait, on mène le combat sur, je dirais, tous les plans. La neutralisation de la réforme, mais aussi arriver à avoir des moyens pour diminuer les effectifs, parce que pour nous, la clé, c'est quand même de diminuer les effectifs dans des groupes hétérogènes. Et c'est là qu'on voit assez rapidement toutes les impasses de la politique actuelle et notamment du fameux discours des ministres de l'Éducation nationale successifs qui nous ont dit « mais si, on a mis des emplois pour les fameux groupes », sauf que déjà ils reconnaissent qu'ils ne savent pas s'il y aura du monde sur ces emplois-là, et on n'a toujours pas eu le fin mot de l'histoire sur le financement de ces emplois. C'est-à-dire qu'au CSA ministériel de décembre, on nous avait dit qu'ils sont financés sur la réserve dont on nous a dit après quel était l'objet de coupes budgétaires. Et à ce moment-là, le ministère nous a dit « Ah ben non, ça ne sera pas financé par la réserve, ça sera financé en fin d'exercice, vous verrez. » Alors, moi, j'ai toujours un peu... c'est des explications qui me laissent un peu perplexe. Et quand on regarde le tableau qui nous avait été présenté en disant quels étaient les emplois liés au choc des savoirs qui étaient mis dans les académies, il y avait un effort qui était prétendument fait sur les DROM. Parce qu'on voyait notamment que sur les DROM, on arrivait à un solde positif d'emploi sur le choc des savoirs. Or, en ce moment même, en Martinique, il y a une très forte mobilisation en collège et en lycée des collègues qui dénoncent un manque de moyens. Donc ils disent en fait les moyens on ne les a pas. On a toujours des classes surchargées, on n'a pas suffisamment de moyens pour diminuer les effectifs. Donc moi c'est vrai qu'à chaque fois que j'entends la ministre dire « Ah bah si, rappelez-vous, on a mis des emplois pour le choc des savoirs et pour faire des groupes », on a toujours un peu de mal à voir la traduction concrète, en plus du fait qu'on ne sait pas qui va être vraiment en mesure d'être dans les établissements sur ces groupes. Voilà. Et pour compléter sur la question des moyens,
le DGRH a relancé une deuxième campagne de détachement de professeurs des écoles dans le second degré. C'est une campagne qui existe tous les ans, mais avec pour objectif de pallier au manque d'enseignants de français et de mathématiques dans les collèges, notamment pour la mise en place des groupes de niveau. Et donc ça, c'est une campagne qui sollicite les professeurs des écoles. Alors, il y a une procédure pour le détachement, puisqu'il faut remplir quand même des conditions, notamment de diplôme, et des conditions ensuite, on passe devant un IPR, on doit être suffisamment armé pour enseigner en collège. Mais il y a cette volonté de relancer cette campagne-là, une deuxième campagne, et ça se passe dans toutes les académies, pour avoir des professeurs des écoles qui iraient travailler dans le second degré, parce qu'il y a un manque de moyens dans le second degré. Ils sont très en difficulté. Ils ont même rappelé dans la note du DGRH les retraités, mais il y a vraiment, en tout cas, ils n'ont pas les moyens de le faire. Et est-ce que vous avez parlé des prépas lycées? Est-ce qu'il y a eu aussi une mobilisation contre l'expérimentation qui est censée démarrer à la rentrée? Est-ce qu'il y a des moyens, justement, comme là, vous parliez du conseil d'administration, est-ce qu'il y a l'équivalent sur les prépas lycées? Alors, sur les prépas lycées, c'est vrai que c'est en train d'arriver parce que donc à la prochaine rentrée, il y en a une par département. C'est vrai que les choses sont en train de se décanter un peu dans les établissements. C'est pour ça qu'on a lancé là un travail d'information d'abord de nos collègues de ce que signifie la prépa seconde. On a notamment fait tout un travail de décryptage à nos 3 syndicats du second degré sur ce que représente la grille, le nombre d'heures en moins entre la prépa seconde, la seconde pro, la seconde GT, la troisième, etc. pour bien montrer à nos collègues ce que ça signifiait et les risques qu'il y avait derrière. Donc là, on en est au travail d'information. Et l'idée, c'est aussi, mais ça, on travaille beaucoup avec le SNUEP, c'est de dire quand on nous sollicite pour, par exemple, aller présenter ce qu'est la prépa seconde aux élèves, aux parents, etc., c'est des choses qu'on ne va pas, dès lors que c'est sur la base du volontariat, on appelle nos collègues à ne pas se porter volontaire pour déployer, enfin, en tout cas pour informer sur ce qu'est ce projet. L'idée, c'est vraiment de mettre en échec le choc des savoirs à tous les niveaux. Voilà. Bonjour, Kim Gassi, parce que j'ai une question par rapport au concours. La semaine dernière, on a vu par le SNUPP que les candidatures étaient en baisse dans le premier degré. On commence à avoir les chiffres dans le secondaire. Est-ce que vous en avez c'est dans quelle matière il manquera encore d'enseignants au vu des résultats aux équipes? Oui, alors effectivement, on commence à avoir les résultats d'admissibilité. Sur les résultats qu'on a jusqu'ici, on sait qu'il y a déjà 95 postes qui vont être perdus sur la base des résultats aux admissibilités. Ensuite, on a d'autres disciplines sur lesquelles on voit bien que le nombre d'admissibles est très légèrement supérieur au nombre de postes d'admis. Donc on sait qu'il va y avoir, ce qu'on sait d'ores et déjà, c'est que dans le second degré, on va encore perdre des postes au concours, on va encore manquer de professeurs à la prochaine rentrée, et qu'encore une fois, les concours ne feront pas le plein. Je crois qu'on est à 3 ans après la promesse du choc d'attractivité. C'est long. Voilà. Et là, en tout cas dans le premier degré, se lancent les campagnes de recrutement de contractuels. C'est lancé puisqu'ils les recruteront à partir du mois de juin. Alors on parle des académies déficitaires bien évidemment, puisque on a des pertes déjà effectivement sur les concours, sur l'admissibilité, sur Créteil, Versailles et la Guyane en ce qui concerne le premier degré. On n'a pas encore les résultats, bien évidemment, des concours supplémentaires pour Créteil et Versailles, mais on va être sensiblement dans le même niveau de perte de postes des années précédentes. Et on voit bien que ce n'est pas la réponse que donne la ministre sur la réforme de la formation initiale ne va pas enrayer ce problème d'attractivité, parce que d'abord, ce problème d'attractivité, il est visible, en tout cas pour le premier degré, dans les académies déficitaires. C'est pas rien de voir que ce sont des académies franciliennes, notamment avec Créteil, et notamment la Seine-Saint-Denis, où on a le plus de recrutement actuellement de contractuels dans le premier degré, puisqu'on frôle les 10%. On voit bien que c'est sur ces académies-là qu'on manque d'enseignants, et que la réforme ne va pas enrayer ce problème d'attractivité.
juste sur les matières, donc pour l'instant c'est en allemand et en lettres classiques qu'on a des postes qui sont déjà perdus, puisqu'en allemand on a 97 admissibles pour 165 postes offerts. En lettres classiques on a 63 admissibles pour 90 postes offerts. Et ensuite, on a identifié d'autres disciplines où le nombre d'admissibles est légèrement supérieur au nombre de postes. En lettres modernes, on est sur 749 admissibles pour 698 postes offerts. Donc on voit bien que vraisemblablement, ça fera pas on n'arrivera pas au bout. En physique-chimie, on est sur 439 admissibles pour 429 postes. Donc là aussi, vraisemblablement, il n'y aura pas, entre guillemets, que 10 candidates ou candidats qui passeront pas le cut de l'admissibilité. Et en mathématiques, on est sur 1254 admissibles pour 1040 postes. Donc là aussi, on est sur, quand on regarde l'historique des concours, voilà. Donc on a d'ores et déjà allemand et lettres classiques, et donc au moins, en tout cas, lettres modernes, physique, chimie et mathématiques, au moins, qui sont, en tout cas, qui vraisemblablement ne feront pas le plein derrière. Quels vont être les seuils d'admissibilité? Quels vont être les seuils d'admissibilité? À quel niveau on va descendre? Alors nous là-dessus, les jurys de concours sont souverains, en tout cas dans le second degré. Pareil dans le premier degré. Ça dépend vraiment des jurys et des départements. On peut descendre jusqu'à... C'est difficile à répondre parce que d'une année sur l'autre, on ne sait pas, et puis on ne sait pas forcément, parce que les jurys ne dévoilent pas forcément les seuils d'admissibilité. On entend du 6 sur 20, on a entendu, alors avant c'était 7, maintenant on va descendre à 6. Oui, mais après c'est confirmé. Alors, nous, on n'a pas... Moi, je ne peux pas confirmer ça. Enfin, je n'ai pas les infos des jurys. Je ne peux pas confirmer ce genre de... confirmer. Après, ce qui est certain, souvent, après, ça se concentre sur « Ah, mais quel est le niveau des professeurs recrutés ?» C'est un peu, généralement, la question qui arrive derrière. On va se dire les choses très franchement, c'est la question qui arrive derrière. Après, nous, on l'englobe dans la problématique plus générale, qui est de dire, aujourd'hui, au concours, ben voilà, nos concours n'attirent plus. Elle est là, on parle d'un concours de recrutement, et aujourd'hui ces concours n'attirent plus, et on se retrouve, comme le disait Guylaine, voilà, on a alors, des académies qui sont très contentes de dire regardez, on a anticipé, on commence à recruter des contractuels maintenant. Bon, on ne va pas leur dire bravo en fait. Voilà, donc aujourd'hui on reste quand même sur du bricolage permanent. Et la différence entre les départements et les académies entre elles, c'est bien évidemment la question du recrutement des contractuels. Parce que quand on recrute un contractuel au niveau licence, enfin deuxième année de licence ou L3, sans formation, on est bien à un niveau de différence de compétences entre certaines académies qui ont des enseignants formés et d'autres académies qui n'ont pas d'enseignants formés. Si je reprends les chiffres de l'admissibilité au CRPE, en 2008, on était à un seuil d'admissibilité à 2,22 sur l'ensemble des académies. Et là, on a un seuil à 1,46, avec des seuils qui sont très importants dans certaines académies. Mais quand on regarde sur certaines académies, et notamment la Guyane, on est à 0,40. Donc on sait que ça va être très compliqué de recruter. Mais juste au-delà des chiffres, hein, parce qu'on parle, et c'est normal, on parle beaucoup de chiffres, mais il faut voir la réalité, ce que ça signifie pour nos élèves, pour nos collègues. Enfin, là, on en parlait avec quelques-uns d'entre vous avant. Aujourd'hui, on a des élèves qui n'ont pas eu cours dans certaines matières depuis 2, 3, 4, 5 mois, voire, j'ai en tête un exemple dans l'Académie de Versailles, les élèves n'ont pas eu cours de technologie depuis la rentrée. Il est là, en fait, le scandale national. Enfin, moi, je reste toujours un peu... Enfin, on a l'impression qu'on s'habitue tous les ans et on se retrouve et on commence à se connaître. On se retrouve à commenter les chiffres de résultats au concours à ce moment-là. On se revoit à la rentrée en se disant, nous, on vous annonce qu'il manque au moins un professeur dans près de la moitié des collèges et des lycées. On se retrouve aux vacances de la Toussaint. On se dit, il y a encore des postes non pourvus. Mais... après, voilà, je dirais le jeu politique fait que c'est peut-être pas aujourd'hui la priorité, mais ça devrait être un scandale national en fait. Il y a des élèves aujourd'hui qui n'ont pas eu cours dans certaines matières depuis des mois. Non, on a dans le premier... C'est ça que veulent dire ces chiffres-là. Et quand on dit, voilà, Benoît le disait, l'école est un point de bascule, c'est parce que est en train de s'enraciner l'idée que l'école pourrait fonctionner ainsi. Comme s'il y avait une forme d'accoutumance collective
à cette espèce de crise structurelle. Mais non, en fait, c'est pas normal. Et des fois, c'est quand on est allé discuter sur la Seine-Saint-Denis à Matignon et que le conseiller éduc de Gabriel Attal nous dit « Ah mais oui, vous n'êtes jamais content, vous en demandez toujours plus. » Bah non, en fait, on demande ce qui est juste. On demande ce qui est juste. Et ce qui est juste, c'est que nos élèves aient des professeurs formés dès le début de l'année. C'est quand même pas extraordinaire de se dire que dans la 7e puissance mondiale, à la rentrée, tous les élèves ont un professeur devant eux. Bah, visiblement, ça devient extraordinaire. Et juste dans le premier degré, il y a des élèves qui n'ont pas d'enseignants depuis plusieurs semaines. C'est le cas, on en discutait avant, dans le Val d'Oise, où la solution qui est trouvée quand les parents râlent, parce qu'à certains moments, les parents n'en peuvent plus, les élèves sont accueillis. Il n'y a pas de souci. Dans le premier degré, on les accueille, on les répartit dans les autres classes. Ça déstructure tout l'ensemble de l'école et ça déstabilise les enseignements dans toutes les classes. Eh bien, la solution qui est trouvée quand ça râle un peu trop, c'est qu'on va mettre un enseignant, on va en trouver, alors on déshabille Pierre pour habiller Paul, et on va mettre un enseignant à mi-temps dans une classe. Ça veut dire que les élèves auront cours à mi-temps et l'autre partie du temps, ils seront répartis dans les autres classes. Juste pour comparaison, c'est ce qui se passe quotidiennement à Mayotte. À Mayotte, où on a un très gros problème de scolarisation et que tous les élèves ne sont pas scolarisés, les systèmes d'organisation scolaire, c'est ça, c'est qu'on scolarise parce qu'on n'a pas les espaces, on n'a pas les enseignants, on scolarise à mi-temps. Eh bien, on a ce qui se passe dans ces territoires-là, maintenant aussi, dans les territoires de la métropole, et notamment en région parisienne, dans des académies très déficitaires. Et ça, c'est vrai ce que dit Sophie, c'est-à-dire que c'est scandaleux, c'est-à-dire que les parents réagissent comme ils peuvent, des fois ils ne réagissent pas parce qu'ils sont pris dans le flot de leur quotidien, mais un enseignant qui est absent et qui est non remplacé, un élève qui n'a pas classe pendant une semaine, 2 semaines, 2 mois, ou qui a cours juste à mi-temps, c'est scandaleux en France. Et c'est vrai que quand on dit, et pour l'avoir dit systématiquement à tous les ministres qui sont passés par là depuis plusieurs années, on a eu beaucoup, c'est vrai. J'ai essayé de les recompter, puis ça ne m'est pas venu. Mais effectivement, tous ces ministres ne répondent pas à cette question-là. Ça devrait pourtant être une des premières mesures qui devrait être prise. Mais à côté de ça, on a créé des structures et on a fait des choses, notamment sur le dédoublement des classes des CP-CE1 en éducation prioritaire, qui ont fragilisé le système des remplacements, puisqu'il a fallu prendre parce qu'on n'a pas créé de poste, on n'a pas créé de moyens. Donc ça a fragilisé aussi le service de remplacement. Mais si on avait créé des postes et qu'il y avait personne avec vous. Mais c'est pour ça qu'il faut augmenter les salaires. C'est pour ça qu'il faut régler le problème d'attractivité. Et le problème d'attractivité, il n'est pas lié seulement à un système de formation, il est lié à la question des salaires, aux conditions de travail, aux questions de la mobilité. C'est-à-dire que, effectivement, pourquoi on ne trouve pas d'enseignants à aller travailler à Créteil et Versailles? Parce que quand on va travailler à Créteil et Versailles, on sait qu'on n'en sortira pas tout de suite et qu'il faudra attendre 20 ans pour en sortir. Donc on ne peut pas accueillir des académies, des jeunes des académies autres, et donc ils ne viennent plus vers ces académies-là. Donc là aussi, il y a quelque chose à faire sur ces questions-là. Donc ça c'est un problème à prendre à bras-le-corps, mais qui n'a jamais été pris à bras-le-corps. Mais je voudrais juste ajouter, en lycée professionnel, il y a des situations aussi qui sont un peu différentes, puisqu'on a aussi beaucoup de contractuels, notamment dans les disciplines professionnelles. Et le problème, c'est que parfois, on va aller débaucher des professionnels qui sont en entreprise pour qu'ils deviennent enseignants, contractuels, donc ils viennent, ils voient comment ça se passe, et puis ils repartent. Donc en réalité, on a un professeur qui n'est pas nommé à la rentrée. Au bout d'1 ou 2 mois, on trouve quelqu'un du privé qui s'est dit « Tiens, je vais faire prof, ça a l'air sympa, je vais venir voir comment ça se passe. » Et puis finalement, il va tenir des fois 2 jours, des fois 1 journée, des fois 1 semaine. Quand tout se passe finalement pas si mal, ça tient 1 mois, 2 mois, parfois un peu plus longtemps, mais très très souvent, il y a un turnover récurrent. Et même les chefs d'établissement en ont marre parce que ces gens viennent. Alors en plus,
quelque part, ça désorganise un peu parfois les emplois du temps, parce qu'ils viennent, mais ils viennent pour un mi-temps, puis ils ont aussi leur auto-entreprise à côté, enfin des choses voilà, à gérer. Donc on essaie d'avoir un emploi du temps qui convienne à tout le monde, mais, et finalement ça donne une ambiance qui est délétère, alors que le but n'est pas de monter les gens les uns contre les autres, les enseignants les uns contre les autres, c'est contractuel, de toute façon on les accueille évidemment comme on peut, mais les conditions de travail, notamment au lycée professionnel, elles sont tellement difficiles et qu'ils repartent, ils restent très peu. Et finalement, pour des élèves, c'est aussi catastrophique d'avoir personne, puis quelqu'un dont on ne sait pas s'il va rester, et puis hop, il s'en va, finalement c'est quelqu'un d'autre. Oh, finalement, à l'arrivée, ils essayent même plus de retenir le nom du prof qu'ils ont en face d'eux, hein, parce que, bon, globalement, il va peut-être changer. Donc, c'est des situations qui ne sont pas si rares, malheureusement. Et là, vraiment, il y a un problème d'attractivité qui est énorme, Et là, rien n'est fait pour le résoudre, hein, en réalité, rien du tout. Alors, il y avait Louise, et puis après... J'avais une question sur l'autorité à l'école, parce que je crois que vous rencontrez la ministre demain. Voilà, comment se passent les concertations? Qu'est-ce que vous allez lui dire? Alors, pour l'instant, il n'y a pas eu de concertation, parce qu'on a eu une vidéo YouTube un vendredi matin pendant 1 heure avec les commentaires désactivés. Donc, c'était... Enfin, moi, j'appelle pas ça de la concertation, c'était un grand moment. On n'a pas très bien vécu la chose derrière notre écran ce vendredi matin-là. Donc, après, 3 jours après, on a vu la ministre sur la formation initiale et donc toutes les organisations syndicales. Là aussi, je vais quand même insister, toutes les organisations syndicales, dans une même déclaration, ont dénoncé la méthode en disant à la ministre, c'est une mascarade et c'est un exercice politicien. Voilà. Et tout le monde a signé. Du SNALC à Sud. Voilà, ce qui est quand même révélateur qu'on arrive à avoir tout le monde notamment sur un sujet comme ça. Et donc on a demain alors la concertation, je sais pas, en tout cas une réunion avec le cabinet de la ministre où on est censé voilà, apporter nos analyses sur le canevas voilà, sur le canevas de mesures qui nous a été présenté, et la ministre fera ensuite un premier point la semaine prochaine, et ensuite les mesures retenues devraient être expertisées par les services pour ensuite être présentées dans les 8 semaines qu'a donné Gabriel Attal, qui tombe comme par hasard juste après les élections européennes. Donc nous, demain, on est en discussion avec les autres organisations syndicales pour savoir ce qu'on fait demain. Ok, vous ne savez pas encore ce que vous allez lui dire? Enfin, on en discute avec les autres organisations syndicales. On a une petite idée, mais on le dira demain. On verra demain. Lui laisser la primeur. Non, mais on discute avec toutes les organisations syndicales sur ce qu'on fait de cette réunion, parce qu'elle est... sur le fond comme sur la forme, ça ne va pas. Il y a un vrai souci quand même, c'est-à-dire que Gabriel Attal, dans son discours de Viry-Châtillon, a quand même donné les mesures qui nous ont été redonnées après cette fameuse visio où on n'avait pas le droit à la parole. Donc les grandes concertations de ce type-là, on en a déjà eu. Hein. Il y a eu le Grenelle, il y a eu les dernières consultations, notamment sur les projets Notre école faisons là ensemble, où il n'y a pas eu de concertation. Enfin, on sait bien que c'est une habitude. On donne les mesures d'abord, on dit qu'il y a concertation, et puis au final, on va se rendre compte, c'était pareil sur le choc des savoirs, que finalement, c'est très étonnant, mais c'est les mesures données par Gabriel Attal qui finalement ont été retenues et on va les mettre en application. Et ces mesures-là, forcément, elles ne conviennent pas, hein, entre la levée du professeur quand il rentre dans la classe, ou les commissions éducatives à l'école primaire, ou encore ces mesures de sanctions, enfin cet arsenal de sanctions à l'école primaire, comme le fait de noter sur un dossier scolaire l'élève perturbateur. Enfin, on a un arsenal de mesures qui ne nous conviennent pas, qui sont des mesures d'autoritarisme et qui ne sont pas des mesures d'éducation. On est plus dans la soumission de l'enseignant aux élèves, et donc on ne peut pas les admettre et discuter de ces mesures-là de cette façon-là. Enfin, c'est une mascarade aussi de dialogue social. Ce qui est en train de se passer. On vous donne rendez-vous demain à 15h. Oui. Il y avait, il y avait peut-être d'abord Marie-Christine. Moi j'ai une question sur le budget et après le rétropédalage et la volte-face du 1er mai. Est-ce que vous avez obtenu
des garanties pour la rentrée pour les Non. HSE? Non. Sur les HSE, on a pu vous envoyer un peu les chiffres qui nous ont été donnés en CSA ministériel. Ils ont, sur les 682 millions d'euros que doit rendre l'éducation nationale, ils ont identifié un certain nombre de points. Alors on sait qu'il y a une partie qui relève de la masse salariale, une autre partie qui relève plus du fonctionnement. Sur les deux parties, ils ont à peu près identifié un certain nombre de points. Il leur reste 130 millions d'euros à trouver qu'ils avaient identifiés comme les HSE. Donc rétropédalage sur le 3e trimestre. Mais ils ne peuvent rien nous garantir pour la prochaine rentrée, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas encore où et comment ils vont trouver ces 130 millions d'euros. Est-ce que ça va être sur les HSE, est-ce que ça va être sur autre chose? Ça, aujourd'hui, ils ne le savent pas. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'hier, nous, on a appris, par exemple, que sur les frais de déplacement des enseignants qui sont des enseignants itinérants, et on en a beaucoup dans le premier degré, on a les enseignants de RASET qui se déplacent dans les écoles, mais on a aussi des enseignants qui sont itinérants pour les élèves nouvellement arrivés, qui se déplacent d'une école à l'autre. Les formateurs aussi, les conseillers pédagogiques sont amenés à ne plus se déplacer parce qu'ils n'ont plus le budget, on réduit le budget des déplacements. Alors pour des enseignants dont l'objet même est de se déplacer et d'aller d'une école à l'autre, ne plus se déplacer, c'est vraiment ne plus pouvoir exercer son métier. Et quant aux conseillers pédagogiques, on leur demande de tout faire en visio. Donc vous imaginez bien que de suivre des stagiaires actuellement qui doivent être validés, les suivre depuis des systèmes de visio, c'est absolument pas imaginable. Et pourtant, c'est ce qu'on leur demande de faire actuellement. Donc on ne sait même pas si les déplacements qui ont été effectués ces dernières semaines vont être rémunérés. Donc là aussi, dans un ministère où la très très large majorité, c'est la masse salariale. Quand il suffit de faire des économies, ça devient compliqué. On est déjà à l'os sur le budget et on n'a pas un budget qui est pléthorique. Donc on voit bien qu'ils ont de grosses difficultés à mettre en œuvre cette annulation de crédit et cette réduction budgétaire. Et c'est que sur la première vague de 10 milliards. Parce qu'il va y avoir une deuxième vague de 10 milliards sur le budget 2024. Et là, ils ne savent pas... Enfin, si, ils nous ont dit qu'ils voulaient dire à Bercy qu'en fait, ils n'étaient pas en mesure de... Là, sur la deuxième vague de 10 milliards, ils disent on pourra plus faire quelque chose. Voilà. Et d'ailleurs, ils vont discuter du PLF 2025 avec Bercy demain. J'aimerais bien y être. Voilà, mais non, voilà, pour l'instant, il y avait... Oui. Une question sur la labellisation des manuels. Est-ce que vous avez été concertés? Et est-ce qu'il n'y a pas aussi un tri à faire, peut-être dans des manuels qui ne sont pas adaptés? Ou est-ce que ça ne permet pas aussi des positifs, des choses? Ce qui est sûr, c'est qu'actuellement, les manuels qui sont utilisés par les enseignants, qui sont choisis par les enseignants, parce que quand on a la liberté pédagogique, on a la liberté de choisir son manuel. Et les enseignants font tous ce choix de prendre un manuel qui est conforme au programme en vigueur. C'est-à-dire que les manuels, ils sont faits par les éditeurs scolaires pour être conformes au programme. Ceux qui ne sont pas conformes au programme, ils ne sont pas utilisés par les enseignants. Et c'est les enseignants qui font ce choix-là. C'est-à-dire qu'on a un panel de manuels qui permettent de faire ce choix-là. Et puis, il y a aussi, parce que je parle du français essentiellement, puisque la labellisation portera sur le français dans un premier temps en CP et en CE1, il y a aussi un choix qui est fait par certains enseignants de ne pas utiliser de manuel parce qu'ils vont aller construire leur propre production et leur propre programmation qui permettent de répondre aux différents apprentissages des élèves. On voit bien que derrière ce qui s'est passé, alors sur la concertation, il y a eu un décret et un arrêté qui ont été posés en Conseil supérieur de l'éducation. Il y a eu, là aussi, comme disait Sophie tout à l'heure, l'ensemble de la communauté éducative s'est opposé à cette labellisation des manuels. C'est-à-dire que la communauté éducative est opposée à ça, les éditeurs scolaires sont opposés à ça,
et parce qu'il y a une diversité aussi dans les manuels qui sont proposés par les éditeurs scolaires. Et ensuite, il y a certains politiques qui se sont emparés de la question parce qu'il y a des sénateurs qui ont écrit notamment à Nicole Belloubet sur cette question-là. Il faut savoir que ça n'a jamais été le cas en France de labelliser les manuels, que c'est le cas dans certains pays européens où l'extrême droite est au pouvoir. Je parle notamment de la Hongrie, et que ça dit quelque chose aussi de ce qu'on fait passer au niveau de l'éducation et ce qu'on veut faire passer au niveau de l'éducation. Alors on a été consulté, on a voté contre, majoritairement contre. Ensuite on a eu une réunion à la DGESCO qui nous a présenté les critères de labellisation. Il faut savoir que les critères de labellisation, ils sont édictés par le Conseil scientifique de l'éducation nationale, piloté par Stanislas Dehaene. On sait aussi que c'est une seule forme de recherche qui est prônée dans ce conseil scientifique, qui est dirigé par un neuroscientifique. Donc on voit bien que toute la diversité de la recherche n'est pas prise en compte dans cette labellisation. Et on voit bien que les critères, de toute façon, on ne voit pas comment ils vont pouvoir s'y tenir. On a été consultés, on a émis des doutes et des réserves et on s'est opposé à ces critères-là. Depuis, on n'a pas eu d'écho. Le décret, d'ailleurs, n'était pas paru jusqu'à présent. Il devait paraître début mai. Il n'est pas encore paru. On attend qu'il paraisse. Mais on est en plus dans une contrainte d'agenda qui est très serrée. C'est-à-dire qu'on est au 14 mai. Les programmes ne sont pas encore étudiés au Conseil supérieur de l'éducation. Donc ils ne sont pas publiés. Ils seront très certainement publiés à la fin du mois de juin. Et on nous demande de choisir un manuel labellisé pour la rentrée du mois de septembre. Mais les éditeurs ne pourront pas produire des manuels entre le mois de juin et le mois de septembre. Donc on voit bien que là aussi, on leur a dit, mais c'est pas possible, il faut qu'on en discute, il faut, enfin, comme sur la réforme de la formation initiale, on a dit, il faut reporter cette mesure, il ne faut pas que ça soit mis en place pour la rentrée 2024. Les enseignants qui choisissent des manuels, ils l'ont déjà fait pour la rentrée. C'est-à-dire qu'on les choisit en amont, en avril, on reçoit des manuels, on reçoit des spécimens, on choisit, on reproduit ce qu'on a déjà utilisé et forcément, on n'aura pas des manuels labellisés à la rentrée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est quand même il y a 30 millions d'euros qui ont été dégagés au budget là-dessus. Alors on parle de chercher de l'argent, mais il y en a à certains endroits, c'est-à-dire qu'on pourrait faire des économies là-dessus et dire non, on ne va pas financer les manuels labellisés. Donc là aussi, il y a une confrontation à la profession, d'abord parce qu'on va réduire la liberté pédagogique, parce qu'on va avoir des manuels qui vont être très orientés, hein, je leur dis en lecture, ce sont les manuels qui prôneront la méthode syllabique qui seront validés par le CESEN. En mathématiques, ça ne sera pas fait tout de suite, mais on sait très bien que la méthode de Singapour, et ce qui revient toujours dans les discours, voilà. Alors qu'il y a différentes pratiques et méthodes pédagogiques pour arriver, en tout cas, aux objectifs des programmes. Donc là aussi, c'est une volonté de dessaisir les enseignants de leur professionnalité et de leur liberté pédagogique et de les contraindre à certaines méthodes et certaines pratiques. Et ça, c'est très problématique pour la profession. Ça va aussi dégrader, on l'a peu dit, mais c'est quelque chose qui est sous-entendu dans nos discours, ça va forcément dégrader les conditions de travail des enseignants. Et Sophie parlait de perte de sens du métier, on est vraiment là-dedans. C'est-à-dire que ces conditions de travail dégradées provoquent une perte de sens du métier et de fait, on a un manque d'attractivité, des démissions, des ruptures conventionnelles qui découlent de tout ça. Oui. Je voulais refaire un point sur le brevet. Si on s'attend à un taux de réussite index, si on a le correctif académique, au premier, on va calculer aussi le contrôle continu. Est-ce que cette année, c'est toujours les compétences ou est-ce que c'est les mêmes? C'est sur le brevet 2025 que les choses vont changer. Il y a des discussions d'ailleurs qui vont rapidement commencer sur l'architecture du brevet 2025. Là, cette année, ce qui change, c'est la date, puisque sous couvert de la reconquête du mois de juin, on a des épreuves du DNB début juillet. Voilà, ce qui déjà va peser très lourd dans le quotidien des collèges sur la fin de l'année. Je ne parle même pas de la fumisterie qui est la reconquête du mois de juin. Au regard de ce qui se prépare, hein, à la fois en collège ou en lycée. On a des conseils de classe en lycée qui vont commencer dans 10 jours. Hein, donc, voilà. Mais pour cette année, on est sur cette configuration-là sur le brevet.
parce que je ne sais plus, il y a 2 ans, il y avait eu la technologie qui était sortie, et puis ça avait fait un... Oui, il y a encore la technologie. Ouais. Cette année, c'est quoi, on sait, technologie et physique. Donc ça... Voilà, la question se repose. On a déjà dans des établissements des collègues qui nous ont dit, typiquement là, l'établissement que j'ai en tête où il y a des élèves qui n'ont pas eu techno depuis des mois, de la même manière que la question s'était posée. Alors à l'époque, le ministère nous avait dit on fera preuve de bienveillance, mais on avait dit mais en fait ça ne peut pas être la réponse au manque de professeurs. Enfin, je veux dire, on ne peut pas... j'ai coutume de dire que l'éducation nationale est la plus grande enseigne de bricolage de ce pays. Voilà, encore un exemple. Il n'y a pas de prof, on dit c'est pas grave, on s'arrangera. Non, on ne devrait pas s'arranger avec le manque de profs. En fait. Voilà. Une question sur Facebook. Une question du café pédagogique que je relaye. Ouais. Ce gouvernement semble peu enclin à la négociation. Donc, ce n'est pas une question, c'est une affirmation. Et la question qui est posée, c'est comment la FSU envisage la suite, et notamment la rentrée prochaine, à propos des groupes de niveau en particulier. Alors, on l'envisage, non, mais c'est des discussions. Alors, parce que Benoît l'a dit, on a un plan d'action jusqu'au 25 avec ce qui se passe localement, ce qui va se passer le 25 avec ces grandes manifestations contre le choc des savoirs et pour l'école publique. On va discuter aussi ensuite, nous, de ce qu'on peut faire sur la fin de l'année, parce qu'après le 25 mai, il restera encore un peu plus d'un mois. Donc, quelles actions on peut mener dans les établissements ou à d'autres niveaux sur la fin de l'année. Et puis après, on discutera aussi, on sait qu'il y a toujours des mobilisations à la rentrée, des mobilisations d'établissements, etc. Ce qui est certain, c'est que pour nous, l'année revendicative ne s'arrête pas le 25 mai. Elle ne peut pas s'arrêter le 25 mai au regard des enjeux et que, bien évidemment, on va discuter de la façon dont on organise la mobilisation à la fin de l'année et à la rentrée. C'est des discussions qu'on mène dans nos organisations. Disons qu'on prend, je ne vais pas dire qu'on prend les matchs les uns après les autres, juste pour faire plaisir à Coralie, mais voilà, on fait les choses. Là, on construit une mobilisation pour le 25, on construit la mobilisation localement, on réfléchit à la suite. Nous, on n'a pas de tabou sur les actions, mais il faut que ça réunisse largement les collègues. Voilà. Ça, ce qui est important. Et sur l'aspect, le gouvernement pas prêt à négocier, évidemment, on s'en rend compte nous-mêmes. Néanmoins, je pense qu'on a quand même poussé le gouvernement dans ses retranchements. Alors, avec des artifices langagiers parfois, les groupes de besoins à la place des groupes de niveau, etc. Ce ne sont que des artifices et on ne va pas se satisfaire évidemment de ça, mais je pense quand même qu'on a posé la confrontation, qu'on ne participera pas à des concertations mascarades, mais qu'en revanche, nous, on veut continuer à peser pour obtenir tout ce qu'on peut obtenir au niveau des réunions ministérielles, dans les conseils d'administration, à tout niveau, quoi. C'est-à-dire que nous, on ne prend pas les choses comme étant tout ou rien. On va dans les discussions dire ce qu'on a à dire. Quand ce n'est pas possible et qu'il y a un mur en face, effectivement, on en tire les conséquences. On n'est pas là pour servir pour valoriser l'action du gouvernement, certainement pas. Mais à l'inverse, je pense qu'on a porté un certain nombre de choses qui ont eu une portée importante auprès de nos collègues, de la population en général. Et c'est grâce à ce travail d'aller se confronter. Et on pense qu'on a quand même des marges de manœuvre. Enfin, on a acculé quand même le gouvernement à un certain nombre de choses. Voilà. Et puis, sur cette question-là, c'est vrai que ce qui est important aussi parfois, c'est d'aller à la confrontation avec le gouvernement et dans ces moments de réunion où ça tourne au vinaigre bien souvent, mais au moins où on prend des informations pour informer la profession. Et c'est aussi en informant la profession et en allant sur des actions localement qu'on va pouvoir le faire. On a lancé, nous, au SMUIPP, hier, un tour de France des écoles, un tour de France revendicatif, où on a des camarades de la section du Nord qui vont faire un tour de France à vélo. Et donc, ils vont rouler pour l'école, ils vont faire 12 étapes. Et dans chaque étape, ils vont débattre des conditions de travail, des salaires, du choc des savoirs, d'un certain nombre de choses, avec des élus locaux, avec des collègues, dans des réunions
réunions d'info-syndicales. Et c'est aussi la mobilisation sur le terrain qui va permettre aussi d'agir ensuite au-delà du 25 mai et dans la perspective de la rentrée scolaire. Nous, je le répète, on l'a dit, la question des évaluations, pour nous, elle sera centrale et la question de la semaine de passation des évaluations sera centrale dans cette rentrée scolaire et de façon intersyndicale où on va aussi porter les choses auprès de la profession. Juste une dernière question. Vous parliez de reconquête du mois de juin. Cette année, on va avoir les stages en seconde. Est-ce que vous avez commencé à avoir du recul, sachant qu'il y avait des inquiétudes qui étaient énoncées, qu'il y a eu la plateforme qui a été mise en place? Oui, ben on sait qu'il n'y aura pas de stage de seconde pour tout le monde. Voilà, ça c'est... là, on en discutait d'ailleurs ce matin, on a commencé à faire... une petite annonce à passer. Non, on a commencé à regarder. Dans les classes, on est entre la moitié et 3/4 des élèves. Alors, c'est pas un échantillon représentatif qu'on a pour l'instant. Donc, je le dis, c'est voilà, je précise d'un point de caractère scientifique. Il n'y a pas de caractère scientifique là du chiffre que j'avance. Mais ce qu'on a commencé à regarder pour voir justement si on arrive à faire une estimation, on est entre la moitié et 75% des classes sur lesquelles on a regardé qui n'ont pas de stage de seconde. Donc effectivement, ça fait quand même beaucoup d'élèves. Ils ne pourront pas tous et ils ne voudront pas tous aller au SNU. Ça, c'est une évidence. Alors le plan C, si on suit les textes, c'est de dire qu'ils pourront être accueillis dans les lycées. Alors, ils pourront être accueillis, on se demande bien par qui, puisque nous serons mobilisés pour le baccalauréat, et que d'ailleurs, dans certaines académies, ils ont fait le choix de convoquer le plus grand nombre de professeurs possible pour diminuer le nombre de copies par paquet. Et donc, du coup, on se retrouve quasiment tous convoqués, parfois de manière un peu surprenante, mais voilà, on se retrouve tous convoqués. Et donc, on ne sait pas quels sont les adultes qui vont pouvoir encadrer des élèves pendant 15 jours. Parce qu'il reste encore les CPE et les AED à ce moment-là dans les lycées, mais qui seront très pris notamment par les questions de réinscription. Donc voilà, alors on nous a dit oui, mais ils pourront faire, alors l'expression, j'ai oublié l'expression exacte du DGESCO, mais c'était en gros de dire oui, mais ils pourront faire des activités informatiques pour affiner leur projet d'orientation. Bon, vraiment, il y a toujours une imagination débordante de ce côté de la rue de Grenelle, mais non, on ne va pas mettre les élèves pendant 15 jours devant un ordinateur au lycée pour qu'ils cliquent sur 3 sites, sachant qu'ils ont déjà fait leur choix de spécialité, et que voilà, donc non, vraiment, on ne sait pas ce que vont... parce que quand on regarde à l'échelle d'un lycée, si on prend entre la moitié et 3/4 des élèves, bon, je suis dans un lycée qui est un peu surdimensionné, mais ça veut dire entre... moi, dans mon lycée, ça veut dire au moins 500 élèves de seconde. Sinon, il y a 822 élèves de seconde dans mon lycée. Donc là, ça veut dire au moins... on ne peut pas accueillir comme ça 500 élèves qui vont débarquer alors qu'il n'y a plus personne dans le lycée. Même s'il est grand, il y a un parc et tout ça. Mais non, en fait. Ils vont aller chez eux, quoi. Bah oui. De toute façon, c'est pas faute d'avoir alerté sur... Quand même, et c'est quand même une décision de Gabriel Attal au mois d'août. C'était un peu entre guillemets, le deal, le pendant des épreuves du bac au mois de juin. Dans les discussions informelles, il nous avait dit, bon bah ok, on va mettre les épreuves du bac au mois de juin, mais vous comprenez, il faut bien trouver quelque chose pour occuper les secondes, parce que sinon, moi, politiquement, derrière, j'y arriverai pas. On a dit, ça c'est votre problème, c'est pas le nôtre. Mais en gros, il avait besoin de ça. Et donc, il a sorti la carte stage de seconde. Dès le début, on a dit, ça va être hyper compliqué. Ensuite, voilà, ça sera pas possible. Ensuite, on a alerté la plateforme... voilà, alors la ministre est très contente de dire qu'elle va accueillir des stagiaires, mais bon, c'est stagiaires. Après, tout est dans la com, parce qu'ils viennent quand même en concurrence avec nos élèves de la voie professionnelle. Vous avez des retours Qui, eux, nous, alors, on a, entre guillemets, une petite longueur d'avance, parce qu'on a on a déjà nos réseaux d'entreprises dans les lycées où d'habitude les élèves vont trouver, mais on a de plus en plus de mal quand même à les placer, nos élèves. Parce que eux, pour le coup, n'ont pas de réseau. C'est-à-dire que papa, maman, la plupart du temps, eux, ils ne peuvent pas dire « Ah bah tiens, tu peux prendre mon fils, ma fille, etc. » Donc c'est vraiment le carnet d'adresse de l'établissement qui joue dans ces cas-là. Donc là, ça vient en concurrence. Donc pour l'instant, on a des difficultés à les placer, mais j'ai envie de dire comme un peu tout le temps, malgré tout.
Et puis alors, pour ce qui est de la com et de la reconquête du mois de juin, ben voilà, donc ils collent 2 semaines pour les secondes générales et technologiques, histoire de dire non, vous voyez, au mois de juin, ils sont là au lycée, enfin voilà, on s'en occupe. Mais nous, c'est un peu ça pour la terminale Bac Pro, c'est-à-dire qu'en terminale Bac Pro, on arrête les cours fin avril, on a les examens début mai, mais pour dire que l'année n'est pas finie mi-mai, eh ben, du coup, ils nous mettent 2 épreuves de bac fin juin, début juillet. Et comme ça, ils disent « Ah non, non, l'année, elle se termine fin juin, début juillet. » Non, les cours, c'est fini fin avril et la reconquête... Alors là, non seulement on ne reconquiert pas le mois de juin, mais on perd le mois de mai, quoi. Donc là, tout est dans la com, tout est toujours dans la façon de tourner les choses et on en vient à se dire, bon, alors là, avec ce gouvernement et avec ces ministres, etc., à chaque fois qu'ils nous annoncent un truc, il faut aller voir où est le loup, quoi, parce que forcément, c'est pas ce que ça paraît, quoi. Là, sur le stage de seconde, il est en complète concurrence avec les CAP, les secondes tous, en réalité tous. Nos secondes professionnelles, elles sont la plupart du temps en stage au mois de juin. Elles ont, alors ça dépend des filières, mais elles ont 3 à 4 semaines à faire. Alors c'est laissé à l'appréciation des établissements. Hein. Les périodes de PFMP, elles sont votées en CA. C'est l'autonomie de l'établissement de les positionner à tel ou tel moment. Mais la plupart du temps, les secondes, on ne les envoie pas en stage en novembre ou en janvier. Enfin voilà, parce qu'il faut d'abord qu'elles aient eu des heures d'atelier, des heures d'enseignement professionnel. Donc la plupart du temps, c'est fin juin, pareil pour les premières années de CAP. Et puis malgré tout, on a aussi des premières qui partent fin juin. Tout est possible. Donc c'est une forte concurrence avec tous ces élèves, quoi. Et alors les nôtres, ils sont obligés de faire les semaines de stage puisque on en a besoin pour les diplômes, il faut les faire. Ils ne peuvent pas aller au SNU à la place, quoi. Et tant mieux. Hein. Oui, voilà, tant mieux. Tant mieux. D'ailleurs, on aimerait bien que les moyens qui sont mis dans le SNU soient rapatriés vers nous. À ce propos, la ministre avait dit pourquoi pas passer tout. Oui, alors on a interrogé le ministère là-dessus. Donc effectivement, c'est une hypothèse si le SNU venait à être généralisé, ce qui est la question qui est posée depuis des années. Mais si c'est généralisé, il serait effectivement sur l'idée de diminuer le séjour de cohésion de 2 jours, ce qui leur permet de faire une économie de près de 700 millions d'euros dans le cadre d'une généralisation. Nous, on a proposé de diminuer le séjour de cohésion à 0 jours et du coup de récupérer les 2 milliards comme ça. Il y a de l'argent. 700 millions 682. Ah bah oui, non mais déjà, oui. voilà. Ouais, nous on a les idées, il faut juste nous demander. Il y a des possibilités. Ludique.